Vous allez me démontrer que la théorie de l'évolution est fausse. J'ai pas dit qu'elle est fausse, j'ai dit qu'elle n'est pas correcte. Il y a un petit contentieux là. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est que le ratopnu? Vous sauriez décrire son lien avec la théorie de Darwin? Dans ces deux cas, elle n'est pas correcte. Alors pourquoi? Allez voir dans Wikipédia. Je demande aux personnes de faire elles-mêmes ce travail. Les extraits que vous venez de regarder sont issus de la Tronche en live, de la chaîne de vulgarisation scientifique La Tronche en biais, où était invité Jacques Grimaud. Pour ceux qui, comme moi, ignoraient son existence à ce monsieur, eh bien, Jacques Grimaud est l'auteur des révélations des pyramides. Tu sais, comme quoi ce sont les extraterrestres qui ont construit les pyramides tout autour de l'équateur. C'est ça. Ici, Jacques Grimaud soutient que le ratopnu ne suit pas la théorie de l'évolution et s'appuie sur les travaux de l'éthologie pour s'appuyer là-dessus. Donc on va voir si, avec un regard d'éthologue, le ratopnu suit bel et bien la théorie de l'évolution. Le but de cet exposé n'est pas ici de répondre à ce monsieur, ni d'être le chien de garde de la vulgarisation scientifique et de la tronche en biais. Si ce n'est pas pour s'acharner sur Jaco, c'est bien parce que cet animal, même s'il a l'air d'un prépuce vivant, a quand même une écologie et un comportement hors du commun. Alors pour ceux qui ne savent pas, le ratopnu, c'est ça. Le ratopnu est donc un rongeur nudiste vivant dans la Corne d'Afrique, entre l'Éthiopie, la Somalie et le Kenya. Sa longévité est assez exceptionnelle, bordel de merde. En effet, à peine plus petit qu'un rat d'égout, le ratopnu peut atteindre les 20 ans à l'état sauvage et 30 ans même en captivité. Il se nourrit principalement de racines et de tubercules dont il digère la cellulose grâce à une bactérie située dans son cul. Ouais, bon, dans les intestins si tu préfères. Cette bactérie lui permet de digérer la cellulose qui constitue la paroi des cellules végétales et qui est indigeste pour les animaux. Pour la digérer, les animaux font généralement appel à des bactéries, protozoaires ou champignons logés dans leur tube digestif. Chez les ruminants, l'un de leurs estomacs, le rumen, abrite une flore bactérienne des plus importantes qui leur permet de digérer les aliments très tenaces. D'accord Jamy, mais quand ils n'ont pas de rumen, comment font-ils? Très bonne question. Chez ces espèces, comme c'est le cas des rongeurs et des lagomorphes, la digestion reste incomplète. Malgré la présence des bactéries, la digestion nécessite de réingérer les aliments, ce qui implique de... Tu vois ce que je veux dire? Pour ceux qui n'ont pas compris, comme bon nombre de rongeurs ou de lagomorphes, le ratopnu est également kékotrophe, c'est-à-dire qu'il mange ses propres crottes. J'aime manger le caca qui sort de mes fesses. Si le ratopnu ne suit pas la sélection naturelle, on va bien voir pourquoi. Les ratopes forment des colonies allant jusqu'à 80 individus. Les galeries formées, une fois cumulées, peuvent atteindre entre 3 et 5 km quand même. Et alors ce qui fait toute la particularité du ratopnu, c'est qu'il vit dans un système eusocial. Ça veut dire quoi ces conneries? La société eusociale s'apparente aux sociétés que l'on trouve habituellement chez les termites, les fourmis et certains hyménoptères, qui se caractérisent par cohabitation de différentes générations, un soin aux jeunes collectif, une division et spécialisation de rôles entre les membres dont une caste reproductrice, et enfin une forte cohésion des membres avec un échange d'informations et de matière entre les individus. Comme ma bite? On a d'abord la reine qui engendre l'ensemble de la colonie. Elle a à sa disposition un harem de mâles qui est chargé de la féconder pendant toute sa vie. Puis on a les soldats qui se chargent de la défense contre les prédateurs et les colonies rivales. Et enfin on a les ouvriers qui se chargent de creuser de nouvelles galeries, rechercher de la nourriture et éventuellement entretenir les nouveau-nés. Tant que la reine est là, son agressivité et les phéromones contenus dans sa pisse maintiennent les soldats et les ouvriers à l'état immature. Toutes les femelles de la colonie sont stériles. Tant que la reine est là, leurs ovaires restent au stade immature. Ce n'est qu'à la mort de la reine que certaines d'entre elles atteindront leur maturité sexuelle. Celles-ci se battront alors pour devenir la nouvelle reine. Et en gagnant, elle sera la seule femelle qui aura le droit de se faire péter. 18. La gestation durera 70 jours pour une portée allant jusqu'à une douzaine de petits rognons de rat qui feront 2 grammes à la naissance. La nouvelle reine les élèvera lors du premier mois, mais ensuite ce seront les ouvriers qui les nourriront, même si c'est en leur chiant dans la bouche. Alors, encore une fois, pourquoi Jacques Grimaud nous bassine-t-il avec ce testicule troglodyte? Peut-être que l'eusocialité est la clé. Si la sélection naturelle est une compétition sans cesse, alors comment expliquer tant de coopérativité et d'altruisme? Ouais. En fait, tu dis pas que des conneries. Alors, pour rappel, l'eusocialité, c'est le plus haut niveau d'organisation au sein des sociétés animales, comprenant investissement parental avec cohabitation de plusieurs générations dans un même groupe, une participation collective dans les soins et l'éducation des chiards, division reproductive des tâches,
Enfin, une forte cohésion des membres, formant des colonies et des systèmes de caste bien définis. Voilà, là vous avez tous les types de sociétés que l'on trouve dans le règne animal. Et en voici quelques exemples. La tortue marine ne verra jamais ses petits de toute son existence. Chez les tigres, la femelle s'occupe des gamins, mais seulement jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Les marmottes vivent en groupes familiaux où cohabitent plusieurs générations, tandis que chez les loups, les adultes se relaient pour participer aux soins des louveteaux pendant que le reste de la meute est à la chasse. Encore plus rigolo, chez l'araignée Anelocinus, chaque individu se voit attribuer une tâche particulière. On observe dans ces petits groupes une véritable division reproductive des tâches. Et enfin, le socialité, le stade ultime de la coopération dans le règne animal, regroupant tous les facteurs que nous venons d'énumérer en une seule entité, on parle bel et bien d'une colonie. Le socialité arrive à un taux de coopération si élevé qu'elle pourrait peut-être remettre en cause la validité, c'est dur à dire, de la théorie de l'évolution, qui est, c'est vrai, basée sur la compétition et la loi de la jungle. Sont-ils des bobocochistes ? Ont-ils l'honnêteté d'admettre que reproduire des tronches de merde pareilles serait une insulte à Darwin ? Seulement insulte-t-il Darwin ? Eh ben non, car la socialité, elle aussi, est une réponse adaptative aux pressions environnementales et apporte de sérieux avantages. Par exemple, la vie en colonie garantit aux insectes une meilleure protection des larves contre les parasites. Les otaries à fourrure ont moins de risques de se faire bouffer par un grand requin blanc lorsqu'elles nagent en groupe. Et la chasse coopérative permet aux lycaons d'augmenter leur gain quotidien en énergie par individu, surtout dans les meutes à grands effectifs. Pour le ratopnu, la socialité lui apporte énormément de bénéfices. La colonie excelle dans l'exploration, la recherche de nourriture, mais également dans les tâches de la couvaison coopérative, où les adultes gardent les petits, les nourrissent, les épouillent et les gardent au chaud, même si ce ne sont pas leurs enfants proprement dits. Et est-ce que ça fout en l'air la théorie de l'évolution ? Eh ben... encore non. Et nous pouvons expliquer cela par la kin selection. La kin selection est une théorie qui permet d'expliquer l'apparition de tas de comportements altruistes au cours de l'évolution. Pour rappel, le but de chaque être vivant est de survivre afin de propager ses gènes. Or tes gènes, t'en trouves une partie chez ton père. Ta mère, ton père. Les comportements altruistes augmentent avec le degré de parenté. Sous l'effet de la sélection naturelle, la sélection de parentèle permet donc d'expliquer d'où vient ce à quoi sert l'altruisme et les comportements coopératifs en général. Et tout ceci est bien détaillé par la loi d'Hamilton. C'est un rapport de coût-bénéfice. Si le degré de parenté et les bénéfices de l'acte sont supérieurs au coût qu'il nécessite, bah là on aura de la coopération. En somme, plus le degré de parenté est fort, plus il y aura de chances et plus il est bénéfique de coopérer. Prenons au hasard un individu X. X a un frère que nous nommerons Y. Le degré de parenté entre X et Y est donc très élevé. Bien plus en tout cas qu'entre X et Z, un autre individu pris également au hasard. Si Y et Z se retrouvent en danger, X aura plus de chances de venir au secours de Y. Les deux frères ont 50% de leurs gènes en commun. Si Y survit, il aura plus de chances alors d'avoir une descendance. Et par leur survie, les enfants de Y augmenteront indirectement le succès reproducteur de X, de leur oncle. Pas la peine de se casser le cul pour Z, sa survie ne rapporte rien du tout à X. Car les descendants de Z ne portent aucun gène en commun avec X. Moralité, plus le degré de parenté est fort, plus tu vas avoir de chances d'être coopératif. Et chez le ratopnu, le degré de parenté est énorme, car les membres de la colonie sont tous les enfants de la reine. Ce qui explique une telle coopérativité, c'est la proximité génétique qu'ont tous les ratopnus d'une même colonie, puisqu'ils sont tous au minimum demi-frères et sœurs. Il y a donc chez bon nombre d'animaux une sélection positive sur la capacité de s'entraider et d'être altruiste. Et ce constat il n'est pas nouveau, car le premier à en avoir suggéré l'idée n'est autre que... Et putain, en quoi ce prépuce fripé invalide la théorie de l'évolution? Attends, t'as peut-être pas regardé les bonnes sources. Bah ouais, qu'est-ce qu'il nous conseille l'autre Allez voir dans Wikipédia. Et ta sœur, elle y va, elle? En effet, le ratopnu ne pratique pas de thermorégulation, est insensible à la douleur et putain résiste contre le cancer. Les mammifères ont des besoins énergétiques constants afin de réguler leur température corporelle. On dit qu'ils sont à sang chaud ou plutôt homéotherme. Or, ce scrotum moisi est le seul et unique mammifère qui ne régule pas sa putain de température corporelle. On dit qu'il est poikilotherme. Comme un reptile? Bah ouais, comme un putain de reptile. Et ça, alors ça invalide la théorie d'évolution? Ben...
Faut dire aussi que le ratopnu vit dans des galeries environnant les 30 degrés. Il a pas tellement besoin de réguler sa température corporelle. Réguler sa température corporelle, c'est une activité coûteuse. Et les mammifères, comme vous et moi, doivent bouffer très régulièrement pour pouvoir la maintenir. Ce qui n'est pas nécessaire pour les reptiles, ou les poikilothermes en général. Dans ces tunnels où la température ambiante est aux alentours de 30 degrés, il se peut que l'homéothermie soit devenue un handicap inutile à supporter et qu'elle ait progressivement disparu chez un ratopnu ancestral. Devenir poikilotherme est donc globalement une adaptation à son environnement souterrain. Le ratopnu est insensible à la douleur. Alors comment qu'il fait? Bah c'est simple. Il ne produit pas de neurotransmetteur P. C'est effectivement le neurotransmetteur P qui est responsable de la transmission de la douleur d'un neurone à un autre. On peut les exposer à l'acide, aux brûlures, rien à foutre. Des expériences ont révélé cependant qu'en leur injectant des neurotransmetteurs P, là enfin ça y est, ils souffrent ces petits enculés. Et encore une fois, ceci est probablement dû à une adaptation à leur milieu souterrain. Dans la nature, des centaines de ces sacs à goitre s'entassent dans des galeries très peu ventilées. Le dioxygène y est très rare tandis que le CO2 est en forte concentration. Ce CO2 ambiant aurait induit une pression sélective sur un ratopnu ancestral et qui aurait du coup favorisé l'abolition de l'activation de ces nocicepteurs. Une étude décrit, je cite, "We postulate that high ambient CO2 levels in the barrels of naked mole rat ancestor might have produced selective pressures to abolish acid activations of nociceptors and the consequent release of neuropeptides both centrally and peripherally." Ah ouais, genre le bilingue, quoi. Je t'emmerde. Le ratopnu se démarque également par sa résistance contre le cancer. Tout vient de sa production d'acide hyaluronique qui lui donne une peau plus épaisse et élastique, ce qui lui donne entre autres l'aspect du goitre d'Édouard Balladur. Je vous demande de vous arrêter. On a démontré que chez cet être rose, il y avait un lien entre la quantité d'acide machin là, que j'ai dit avant, avec l'absence de tumeur. En fait, la masse moléculaire de l'acide hyaluronique chez le ratopnu est 5 fois plus importante que chez l'humain ou la souris, à tel point qu'elle génère une substance qui englobe les masses extracellulaires et qui bloque du coup le développement de toutes les tumeurs potentielles. Une équipe a réussi à isoler le gène codant pour la production de cet acide et bloquer ainsi sa production. Une fois fait, ces sales bêtes attrapaient enfin des tumeurs qui se développaient en cancer. Et il s'avère encore une fois que la production d'acide hyalumachin là soit une adaptation génétique due à son milieu souterrain, encore une fois. Que ce soit par son comportement, son écologie ou sa physiologie, aussi exceptionnelle soit-elle, le ratopnu est en parfait accord avec la théorie de l'évolution. Il est temps de mettre fin à notre fil rouge. Jaco, il est bien gentil, mais déjà, on a été obligé de bosser à sa place pour voir si le ratopnu était bel et bien une exception face à la sélection naturelle. On a vu que pas du tout. Alors, pour conclure avec Jacques Grimaud... C'est sacrément con, j'ai même jamais vu un con pareil. Merci Jean-Pierre. Avant de juger cette gueule digne d'un avortement foiré, le ratopnu abrite bien des vertus qui n'ont de cesse de nous trouer le cul. Derrière son physique peu enchantant, le ratopnu possède une longévité qui dépasse de loin celle de ses semblables rongeurs, un système social des plus complexes et des attitudes coopératives qui confirment encore une fois notre difficulté à comprendre la théorie de l'évolution. Bien plus qu'un dauphin ou qu'un panda, le ratopnu nous renseigne aussi bien sur notre santé que sur notre compréhension du monde vivant. Car non content d'être l'un des seuls mammifères sociaux, il est l'unique de cette classe à être poikilotherme, invulnérable à des douleurs qui t'auraient fait dénoncer Jean Moulin, et capable de résister au cancer au point de faire passer Schwarzenberg pour une baltringue. Le ratopnu, malgré sa tronche de merde, mérite parfaitement son titre de vertébré de l'année 2013, tel qu'il a été publié dans le journal Science. Merci d'avoir regardé cet exposé, j'espère que cela vous aura intéressé et appris 2 ou 3 trucs. En attendant, je me barre et on se retrouvera pour une autre bestiole à étudier. Et Renard, on a une première réaction. Ah ouais, attends, on regarde tout de suite. C'est lamentable. MacGyver, Steven Seagal ou autres Stallone ne font pas le poids face au ratopnu. J'aime manger le caca qui
qui sort de mes fesses. C'est monstrueux.